Parachutage réussi pour Aymeric Mongeloux. Le candidat RN a obtenu 43,83% des voix au premier tour. En deuxième place, le député sortant Christophe Plassard du parti Horizon avec 32,75% des suffrages. Il pourrait bénéficier du report des voix des électeurs d'Anne Brachet. Qualifiée pour le second tour, la candidate du nouveau Front populaire s'est désistée pour faire barrage au RN. Pour ce dernier débat, c'est donc un duel qui est proposé dimanche aux électeurs de la 5e circonscription de Charente-Maritime. Aymeric Mongeloux, bonjour. Vous êtes le candidat du Rassemblement national et vous affrontez donc le député sortant de cette circonscription, Christophe Plassard. Bonjour. Vous êtes donc investi par la coalition menée par le chef du gouvernement, Gabriel Attal. Messieurs, c'est vous qui allez lancer ce débat, si vous le voulez bien. Je vous invite à poser une question de votre choix à votre adversaire. Celui-ci aura 1 minute environ pour vous répondre. Monsieur Mongeloux, c'est vous qui commencez. Monsieur Plassard, vous avez été député pendant 2 ans en soutenant la majorité présidentielle. Aujourd'hui, le bilan d'Emmanuel Macron, il est lourd de conséquences pour les Français. 1 000 milliards d'euros de dette publique, une hausse du prix de l'électricité de 45%, une augmentation au 1er juillet de 12% du prix du gaz, une hausse des prix de l'alimentaire, un pouvoir d'achat qui s'effondre, une hausse de l'insécurité, la casse du service public, le délitement des services de proximité et bien sûr un taux de pauvreté qui a explosé en France. Alors je pourrais continuer longtemps à faire cette longue liste. Ma question, elle est assez simple. Est-ce que vous êtes fier du bilan porté par la majorité présidentielle que vous représentez ce soir ou est-ce que vous avez des regrets pour les Charentais-Maritimes ? Alors la description que vous faites est une description pessimiste, noircie, totalement négative. Je pense que le bilan du président de la République est plus large que celui-ci. Il y a également des points positifs. Il ne faut pas oublier les crises qui ont été traversées. Si je vais même au-delà des 2 années pendant lesquelles j'ai été député, on a passé la crise du Covid, on a passé la crise des Gilets jaunes et n'oublions pas également que ce quinquennat, le second, a commencé dans le cadre de la guerre en Ukraine. L'ensemble de ces éléments ont impacté très largement. Et le choix d'accompagner les Français, d'accompagner les entreprises, vous pouvez demander, on est ici sur une télévision locale et régionale, demander à l'ensemble des professionnels du tourisme s'ils apprécient l'accompagnement qui a été celui du gouvernement pendant la crise du Covid. Demander aux Français si la baisse de la taxe d'habitation n'a pas été un gain de pouvoir d'achat. Demander si la suppression de la redevance télévision n'a pas été aussi un gain de pouvoir d'achat. Donc je pourrais aussi, moi, faire une liste et vous dire que tout est parfait. Ce n'est pas le cas, mais il y a une conjoncture internationale, il y a un certain nombre d'éléments. Et l'idée n'est pas d'être fier ou pas être fier. J'ai fait mon travail, j'ai amendé un certain nombre de projets de loi que j'ai votés. J'ai voté la loi sur les retraites, j'ai voté la loi sur l'immigration. Et j'ai fait mon travail de parlementaire et surtout en accompagnement, mon travail de terrain pour justement accompagner, non pas uniquement sur les sujets que vous évoquez, qui sont des sujets nationaux, mais sur leur impact. Je vous parlerai de la crise de l'ostréiculture et des ostréiculteurs, celui de la pêche. Donc j'ai fait mon travail et je suis satisfait du bilan qui est mon bilan de député en tout cas. C'est à vous maintenant de poser une question, monsieur Mongeloux. Alors pour vous poser la question, je vais commencer par des petites citations de votre intervention dans le journal Le Parisien du 20 juin. Vous dites les gens votent pour une étiquette. Vous dites nous sommes des soldats, on obéit. Vous dites également que vous emménagerez dans la circonscription et vous dites enfin que vous comptez aimer la Charente-Maritime. Donc ma question elle est simple, c'est où ? Où habitez-vous ? Où votez-vous ? Où vous situez-vous également politiquement ? Puisque dans ce que j'ai pu lire, puisqu'on se rencontre pour la première fois finalement aujourd'hui, dans ce que j'ai pu lire, vous dites accompagner Marine Le Pen depuis vos 18 ans. Or, aux dernières élections européennes, vous étiez sur la liste de Florian Philippot et vous preniez le Frexit et la sortie de l'Europe. Donc ma question est simple, où ? Alors, il y a plusieurs inexactitudes. Aux dernières élections européennes, j'étais sur la liste de Jordan Bardella, qui m'a fait cet honneur en 71e position. Ensuite, je pense que vous voulez m'amener sur le terrain du parachutage. Je ne suis pas parachuté, on n'est pas parachuté quand on habite à 30 minutes d'une circonscription. J'habite Angoulême, je vote Angoulême, et parce que pour des raisons professionnelles et familiales, je suis domicilié à Angoulême. Ensuite, vous dites je compte aimer la Charente-Maritime. Oui, je compte aimer la Charente-Maritime comme j'ai aimé la Charente, tout simplement parce que j'aime les Charentais, j'aime les Charentais-Maritimes. J'ai été assistant parlementaire pendant 2 ans de Caroline Colombier, et pendant 2 ans, on a fait du terrain, un peu en somme comme vous le dites. Mais je pense que au-delà, les gens, oui, votent pour une étiquette. Et peut-être que la différence entre vous et moi, c'est que si demain, dimanche, les Charentais-Maritimes m'élisent comme député de la 5e circonscription de Charente-Maritime, eh bien, je pourrais donner la confiance à Jordan Bardella, voter la confiance pour qu'il devienne Premier ministre. Et vous, si vous êtes élu dimanche prochain, vous serez dans une majorité plurielle avec Jean-Luc Mélenchon, avec les écolos, avec des gens qui
ont une certaine haine de la République et vous ne pourrez pas gouverner. Donc voilà, il est mieux pour les Charentais-Maritimes d'avoir dimanche prochain un député du Rassemblement national supplémentaire qu'un député de la majorité présidentielle. On va rentrer dans le vif du débat avec un certain nombre d'enjeux qui intéressent vos électeurs. D'abord, la question du pouvoir d'achat, la hausse des factures d'électricité, de gaz, le prix des carburants, l'alimentation, la difficulté à contracter un prêt pour acheter un logement. Les Français sont au moins d'accord sur une chose, ces 3 dernières années ont été rudes pour leur pouvoir d'achat, malgré des augmentations de salaire dans de nombreuses branches professionnelles. Christophe Plassard, sur votre profession de foi, je n'ai pas lu d'engagement concernant le pouvoir d'achat. Ça veut dire que ça ne vous préoccupe pas plus que cela ? Non, c'est pas du tout cela. Ma profession de foi était très orientée sur des sujets locaux. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je suis un député de terrain et effectivement, comme le disait mon compétiteur tout à l'heure, il a mis sur ses affiches la photo de Jordan Bardella. Aujourd'hui, on n'est pas à élire Jordan Bardella ou ne pas élire Jordan Bardella. On est à choisir le prochain député de la 5e circonscription. Et c'est pour ça que sur ma profession de foi, j'ai centré les différents arguments à la fois sur mon bilan et sur les choses qui pouvaient être faites. Bien sûr que le pouvoir d'achat aujourd'hui est une priorité. Elle l'est accompagnée, elle l'a été, je pense aux retraités par exemple, par l'indexation des retraites récemment sur le pouvoir d'achat. Elle l'a été, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en supprimant un certain nombre de taxes. Elle l'a été également en accompagnant sur les sujets d'énergie. Je pense au chèque énergie qui, contrairement aux propositions du Rassemblement national qui vise à supprimer la TVA, c'est-à-dire de faire un effort qui va être très coûteux pour les deniers de l'État, mais qui finalement ne sera pas homogène par rapport à la personne et aux besoins des différentes personnes. Nous, on a préféré accompagner avec des chèques énergie ceux qui en avaient le besoin, et donc c'est plutôt avoir des mesures ciblées. Concernant l'énergie, on a été directement impacté par la guerre en Ukraine, et clairement vos amis russes qui ont déclenché cette guerre et avec un impact sur l'agriculture, mais aussi sur l'énergie. Aujourd'hui, cet impact a percuté également un processus de maintenance de nos centrales nucléaires, et c'est vrai qu'on a pris de plein fouet cette crise sur l'énergie. Et aujourd'hui, on le sait, dans les mois à venir, avec la remontée en puissance de la production du nucléaire, on le sait, les prix vont de nouveau baisser. Et les Français ont été accompagnés, par exemple, sur l'énergie, comme je le disais. Sur cette question de l'énergie, donc le RN propose de baisser la taxe de la TVA à 5,5%. Monsieur Plassard dit que c'est pas une mesure juste, puisque finalement, tout le monde paye la TVA et pas les plus modestes. C'est pas une mesure juste, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit monsieur Plassard à l'instant. Les Français, ils veulent pas des chèques, et les Charentais-Maritimes non plus. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Et ils ne veulent pas être taxés partout, pour tout. Donc oui, nous, on propose effectivement une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz et les carburants pour redonner immédiatement de l'air aux Français. Donc quand on passe à la pompe, un plein de 50 € par exemple, eh bien, c'est 14-15 € qui est redonné immédiatement dans les poches des Français. Et puis je pense qu'il y a également une autre problématique. Il faut diminuer les charges sur les entreprises pour permettre aux entreprises d'augmenter les salaires. Voilà, nous, on n'est pas pour mettre le SMIC à 1 600 € ou plus, parce qu'on sait que ça va mettre en danger les TPE et les PME. C'est pas ce que propose M. Plassard. Non, mais je sais, mais c'est ce que propose le nouveau Front populaire qui soutient M. Plassard. C'est ça, aujourd'hui, ils vous soutiennent. Non. Ils ne me soutiennent pas. Il y a un retrait du candidat qui appelle à voter pour moi pour faire obstacle au Rassemblement national. Mais donc ils vous soutiennent quand même. Non. La posture qui est une posture de retrait du candidat n'est absolument pas une posture de partage de programme. Donc, moi, j'ai bien lu dans le communiqué du nouveau Front populaire qu'ils appelaient à voter pour vous et feraient voter pour vous. Oui, voter pour moi ne veut pas dire adopter mon programme, ni dans l'inverse que j'adopte le leur. Moi, je pense que vos électeurs sont peut-être un peu gênés d'être soutenus par le nouveau Front populaire. Donc, pour revenir sur la diminution des charges, je voudrais également parler de l'indexation des pensions de retraite. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la circonscription, il y a énormément de retraités qui ont bossé toute leur vie et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, qui ont des petites retraites. J'en ai rencontré justement ce matin des gens qui ont 800, 900, 1000 € de retraite et qui n'arrivent plus financièrement à joindre les deux bouts. Je suis attaché à la valeur travail et j'estime que quand on a bossé toute sa vie, quand on a bossé 30, 40, 50 ans, on a le droit d'avoir une retraite digne. Et aujourd'hui, il y a trop de Français qui n'ont pas de retraite digne. Voilà, donc je pense que c'est un... On ne partagera peut-être pas cette idée, mais je pense que les Français doivent vivre d'une retraite digne. En parlant de pouvoir d'achat, je voudrais quand même avoir quelques précisions sur la taxation des successions. Vous avez l'un et l'autre des propositions à ce sujet, la transmission du patrimoine. Que propose le
votre parti ou une Moi, je coalition? veux revenir quand même sur ce qui a été dit, parce que gagner de l'argent sur un plein d'essence et puis gagner de l'argent sur les taxes que vous voulez supprimer, c'est aussi retirer du budget de l'État. Et le budget de l'État, c'est aussi ce qui finance l'ensemble du modèle social français. Donc on ne peut pas supprimer des recettes de l'État et puis ensuite dire les retraites ne sont pas assez élevées. Oui, mais vous les financez comment si à chaque fois que vous faites des mesures, ces mesures ont un coût pour l'État. Elles ont été chiffrées, on le sait, à 100 milliards d'euros. Donc il faut aussi être réaliste et ne pas raser gratis et faire des propositions qu'on n'est pas capable de tenir. On rasera pas gratis. Voilà. Un mot sur les successions. Alors sur les successions, il y avait une promesse qui était faite d'alléger les successions, puisque moi je suis pour dans la mesure où ce qui avait été déterminé, c'était passer de 10 ans à 15 ans en modifiant les seuils, compte tenu des périodes d'inflation que l'on a vécues, à modifier un petit peu l'avantage que cela avait. Et puis aujourd'hui, on voit très bien dans les successions, c'est aussi une façon de transmettre le patrimoine aux générations qui en ont besoin, à ceux qui sont actifs, aux trentenaires, qui sont parfois des primo-accédants. Donc ça permet de remettre en circulation de l'argent avec un coût pour les finances de l'État qui est pas très élevé, puisque ce n'est pas un coût direct comme les mesures que propose le Rassemblement national, mais c'est d'injecter plus rapidement et d'anticiper quelque chose qui peut advenir le plus tard possible. Brièvement sur les successions. Oui, on a peut-être un point d'accord avec M. Plassard, mais je pense qu'au-delà de la taxation des successions, qui est un véritable problème, il y a aussi cette volonté de Marine Le Pen, Jordan Bardella, de permettre par exemple aux jeunes actifs de ne pas payer d'impôts. Vous savez que la proposition qu'on fait, c'est qu'avant de moins de 30 ans, alors je sais qu'on va nous sortir l'exemple de Kylian Mbappé, mais la priorité aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes Français de s'insérer sur le marché du travail et qu'ils ne payent pas trop d'impôts. Voilà. Donc ça, c'est important. Sur les successions, on est à peu près d'accord avec M. Plassard. Alors, je rebondis simplement là-dessus. Je veux dire, le problème, si on connaît le salaire médian sur la circonscription, on n'a pas ce sujet-là. Le problème, c'est pas de payer moins d'impôts, parce que la plupart des personnes aujourd'hui en payent pas ou peu compte tenu du salaire médian. C'est plutôt de remettre au travail et d'aider. On a le taux de chômage le plus élevé sur la 5e circonscription de toute la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on est territoire test sur le pays royannais pour appliquer la nouvelle formulation du RSA et pour remettre au travail et accompagner dans le travail. Et la meilleure façon de donner du pouvoir d'achat, c'est d'accompagner les gens vers le travail. On va parler de l'emploi et en particulier de la pêche artisanale qui fait vivre des milliers de personnes dans votre circonscription. Un emploi en mer, c'est 3 emplois sur terre. Aujourd'hui, c'est une profession qui est inquiète. En début d'année, on a eu 1 mois d'interdiction de pêche pour éviter la capture accidentelle de débats. Aymeric Mongeloux, est-ce que vous avez pu rencontrer des pêcheurs dans votre circonscription depuis que vous êtes arrivé ? Évidemment, au port de la Cotinière. Et je dois dire que le secteur de la pêche aujourd'hui, il est en très grande difficulté. Sur la Cotinière, à Royan et même en Bretagne ou même sur le port de Bayonne. Ce secteur de la pêche est en difficulté parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises il y a quelques années, notamment les décisions des quotas avec l'Union européenne, qui ne sont pas en réalité avec ce que vivent aujourd'hui les pêcheurs. Les pêcheurs, ils sont aussi confrontés, pour les petits chaluts et les chalutiers, à une augmentation du gasoil. Et les aides d'État pour permettre justement d'enlever cette augmentation, elles ne sont pas suffisantes. Voilà, donc aujourd'hui, il faut mieux accompagner nos pêcheurs, comme il faut mieux accompagner nos ostréiculteurs, toute l'économie bleue, toute l'aquaculture. Je pense que pour notre circonscription, l'économie bleue, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, elle n'est pas assez accompagnée et prise en charge par l'État. C'est peut-être un Alors, engagement accompagné, prise en charge par l'État, c'est donc encore des dépenses de l'État, mais je trouve que c'est quand même, quand on connaît les difficultés financières qui sont celles qu'on évoquait tout à l'heure, dire que les pêcheurs n'ont pas été assez aidés, c'est 57 millions d'euros d'aide carburant pour les pêcheurs. Cette aide devait prendre fin au 30 juin. Elle a été à chaque fois reportée pour accompagner justement les pêcheurs. Et de la même façon, on aura un point de désaccord, c'est notamment sur le mix énergétique. Je sais qu'on n'en parlera pas ce soir, mais le mix énergétique, le mix énergétique, exactement, permettra à travers le parc éolien de déclencher environ 450 millions d'aides, puisque les parcs éoliens, et je suis ravi d'avoir réussi à faire éloigner celui d'Oléron à 40 km versus ce qui était prévu dans la première version. Mais qui suscite encore une certaine méfiance de la part des Oléronais. Pas tant que ça. Regardez, faites le tour. Les pêcheurs aujourd'hui ont une inquiétude pour le parc éolien. Est-ce qu'ils vont pouvoir pêcher dans le parc ? Chaque éolienne sera distante de 1 km. La flotte de pêcheurs, ce sont plutôt des petits bateaux, 10 mètres, 12 mètres, 14 mètres, et la pêche ne sera pas interdite dans le parc. Voire même, on a quelques expériences aujourd'hui dans les pays du Nord, les fondations peuvent permettre d'agglomérer de la biodiversité, et on l'a vu comme on le voit sur les piles du pont de l'île d'Oléron, par exemple, ou des tests qu'on a fait sur des récifs artificiels, de la biodiversité se développer. Donc aujourd'hui, je ne vois pas un front massif et complet.
oui, il y a des recours. Le dernier a été d'ailleurs rejeté. Donc il y a aussi des discussions. Et ce parc éolien, si on prend celui de l'île d'Oléron, va générer énormément de revenus. Ces revenus vont aussi être redistribués. Et là, il y a un combat à mener pour que cette redistribution, puisqu'on est plus loin que la réglementation actuelle, permette, par exemple, de financer la SNSM, par exemple, d'accompagner les pêcheurs, et par exemple, d'accompagner les pêcheurs dans la transition énergétique, la modification de leur motorisation. Et justement, là, on réglera le problème qui est à la source, qui est effectivement le coût en carburant pour les pêcheurs. Sur le parc éolien, moi, je suis totalement opposé à ce parc éolien, qu'il soit à 45 km du trait de côte ou à 40. 100. Voilà, je suis absolument Donc vous imposerez un moratoire si vous êtes élu député. Un moratoire, et je peux vous dire que je me battrai battrai pour que ce parc éolien en mer n'ait pas lieu. Et je peux vous dire que si Jordan Bardella est élu Premier ministre, s'il est nommé Premier ministre, je peux vous dire, pardon, est nommé, ça. On n'est pas élu Premier ministre. S'il est nommé Premier ministre, je peux vous dire qu'il mettra fin à ces éoliennes en mer. Mais ça veut dire que vous ne vous souciez pas de la transition écologique. Mais si, je me soucie de la transition renouvelables. écologique, mais je regrette néanmoins que le président de la République, Emmanuel Macron, n'ait pas fait davantage pour le nucléaire. Voilà, la réalité c'est ça aujourd'hui, c'est que les éoliennes ça ne marche pas. Je peux avoir l'expérience de la 3e circonscription de Charente, on a 200 éoliennes. Quand M. Blassard dit que ça va apporter la biodiversité au fond marin, je rigole. Parce que la seule biodiversité que ça apporte, les éoliennes... Il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de mer en Charente. Moi, je vous compare avec les parcs qu'il y a dans le sud, dans le nord de l'Europe, qui sont des parcs éoliens en pleine mer. Je suis d'accord, mais les éoliennes en mer, elles détruiront la biodiversité en mer comme elles la détruisent sur Terre. Vous avez des fondations en béton. Moi, je peux vous dire que ça fait absolument aucune biodiversité et que quand on voit des éoliennes en Charente sur Terre, à part tuer des oiseaux... Voir défenseur de la biodiversité, franchement, c'est quand même assez étonnant. Voilà pour ce thème de la pêche. On va s'intéresser maintenant au logement. Je sais que les thèmes s'enchaînent assez rapidement. Votre circonscription est particulièrement concernée par la pression immobilière, surtout sur le littoral. De nombreux logements sont loués à titre de meublés touristiques, notamment sur la plateforme Airbnb qu'on connaît bien. Et du coup, il y a peu de logements disponibles pour la location dite classique de longue durée. Une des conséquences, il est difficile parfois pour des entreprises de faire venir de nouvelles recrues, ce qui n'est pas sans problème pour l'attractivité du territoire. Christophe Plassard, sur cette loi anti-Airbnb qui aurait pu être promulguée s'il n'y avait pas eu de dissolution, est-ce qu'elle était parfaite selon vous ? Aucune loi n'est parfaite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle passe par le Sénat et l'Assemblée nationale pour être travaillée. Là, on était arrivé à la validation dans les deux chambres et la commission mixte paritaire à laquelle je devais d'ailleurs participer, puisque je me suis investi sur ce texte, et bien que je sois à la commission des finances, j'ai ce qu'on appelle switché, j'ai changé de commission pour participer activement à la rédaction. Vous l'avez suivi de près. Est-ce que vous pourriez redire en quelques mots ce que ça aurait permis ou empêché en gros, c'est de dire qu'aujourd'hui, il est hors de question d'empêcher quelqu'un qui a son logement de louer une partie de l'année, ou quelqu'un qui a sa résidence secondaire de louer quelques semaines pour arrondir ses fins de mois, pour payer ses charges, pour rentabiliser son patrimoine. Ça, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est la cannibalisation de logements qui aujourd'hui sont achetés à vocation de logements. C'est des investisseurs qui achètent plusieurs logements. Voilà. À Dieppe, on a fait la mesure, parce que le RN nous disait qu'on allait spolier les petits propriétaires. À Dieppe, par exemple, on a fait la mesure. C'est en moyenne 6 logements par propriétaire. Donc on est très 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 loin du petit propriétaire. Le plafond aujourd'hui, c'est une loi de 74 avec 150 000 euros défiscalisés à 70%. Donc je ne pense pas qu'on puisse qualifier de petit propriétaire quelqu'un qui a 150 000 euros de revenus locatifs. Donc l'idée, c'est de remettre à l'ordre du jour cette loi qui était de 74, qui est donc forcément obsolète, pour donc permettre... diminuer cette niche fiscale. Alors diminuer cette niche fiscale, par exemple, autre exemple, aujourd'hui, ces logements ne sont pas soumis au diagnostic énergétique. Donc quelqu'un qui ne veut pas rénover son logement, lorsqu'il arrive en fin de bail, s'il ne le provoque pas, cette fin de bail, lorsqu'il arrive en fin de bail, plutôt que de faire les travaux de rénovation, on va le mettre sur le parc du logement courte durée. Donc, contraindre ce parc courte durée aux mêmes réglementations énergétiques que le parc longue durée a pour vocation d'éviter cette évaporation. Voilà, il y a plein d'autres mesures, et également donner des mesures à la main des maires, parce que moi, un de mes leitmotifs, c'est d'accompagner, par les différentes lois que je peux voter, les maires et les élus locaux pour pouvoir prendre des décisions dans leur ville, parce que les problèmes du Pays Basque ne sont pas ceux de l'île d'Oléron ni ceux de Paris. Sur cette loi anti-Airbnb, si jamais elle revient sur les bancs de l'Assemblée nationale et que vous êtes élu député, est-ce que vous la voterez ? Oui, parce que je crois qu'elle fait consensus aujourd'hui à travers... Vous ne l'avez pas voté à l'Assemblée, c'est rigolo. Elle fait consensus aujourd'hui à travers tout l'électorat, parce que vous avez 24 communes en zone tendue sur 74, notamment sur le littoral, et je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir... Quand vous avez des gens qui ne peuvent pas se loger, on ne peut pas se permettre d'avoir des dizaines de maisons occupées à l'année, seulement 15 jours. Et on ne peut pas avoir des gens qui, comme vous l'avez dit, cannibalisent. On va parler d'Airbnb, évidemment, mais ça a aussi un impact sur les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, vous avez des
ça pullule, donc vous avez des petites locations de courte durée qui pullulent, mais ça a aussi un impact sur les professionnels du tourisme, parce qu'évidemment, ça crée une concurrence déloyale. Donc je pense qu'évidemment, il faut continuer le travail qui est mis en place sur les abattements fiscaux. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à taxer les résidences secondaires. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des fils et des petits-fils de marins-pêcheurs ou des étudiants qui veulent s'installer, par exemple, voilà, à Royan, à Vaux-sur-Mer, sur l'île d'Oléron, et qui sont confrontés en fait à une augmentation des loyers et qui sont aussi On pourrait confrontés. aussi envisager de construire plus. Oui, non, parce qu'il y avait zéro artificialisation, ça va être compliqué. Alors, il y a plein d'autres leviers. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir balayer Oui, l'ensemble mais après, on va pas pouvoir balayer l'ensemble du logement. Enfin, j'apprécie que mon concurrent qui change de département pour être élu, qui change de parti politique entre 2 élections et qui change aussi d'avis sur une loi qui n'a pas été votée par les députés du Rassemblement national et cette capacité à passer du blanc au gris en permanence. Pour ce qui est du logement, vous avez par exemple un levier sur le logement saisonnier, c'est les colonies de vacances. Aujourd'hui, on a... Il faut réhabiliter des bâtiments qui parfois sont plus occupés pendant... Pour les Exactement. saisonniers, Aujourd'hui, oui. pour des raisons administratives, on a du mal à pouvoir accéder à ces bâtiments. Et donc là, c'est plutôt travailler sur la rénovation. Il y a aussi toute une mutation du monde du bâtiment qui a été construit sur la construction de logements neufs. Aujourd'hui, industrialiser la rénovation est aussi un enjeu. Et puis, voilà, si je prends l'exemple des colonies de vacances que je citais, il y a des obstacles administratifs et on travaille depuis des mois avec le préfet, avec la communauté de communes, par exemple, de l'île d'Oléron, pour débloquer ces bâtiments qui sont déjà construits, qui existent. Et donc là, il n'y a pas d'artificialisation des sols, et il y a une disponibilité qui peut être très, très, très rapide. Alors, autre sujet qui impacte la qualité de vie des habitants de votre territoire, c'est la santé et l'accès aux soins. Il y a des problématiques spécifiques selon le lieu où on habite dans votre circonscription. Je pense notamment à l'île d'Oléron. Christophe Plassard, vous défendez un bilan dans votre profession de foi où vous dites avoir accéléré l'installation d'un scanner sur l'île d'Oléron. Où est-ce qu'on en est de ce scanner? Est-ce qu'il fonctionne? Alors, la rapidité de la campagne et le côté inattendu fait que j'ai été obligé de parler de ce sujet-là. Je préfère en général parler des sujets lorsqu'ils sont actés et définitivement actés. Mais depuis le début de mon mandat, je me bats pour que la façon dont on étudie, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, l'obtention de ce scanner ne soit pas basée sur des chiffres INSEE, puisque lorsque vous regardez l'INSEE, vous avez 20 000 habitants sur l'île d'Oléron. Et ça correspond mais ça ne correspond pas à la réalité, Okay. avec le nombre de résidences secondaires qui sont occupées plusieurs mois dans l'année et pas uniquement 15 jours ou 3 semaines. On est plutôt à 40, 50 000, donc le besoin de santé. Donc il a fallu, j'irais, faire beaucoup de pédagogie pour expliquer à l'ARS qu'on n'était pas uniquement dans une logique mathématique et comptable. Ensuite, on est passé par une étape, alors je rentre dans la tuyauterie, mais qui était de se dire, est-ce qu'on peut avoir un scanner mobile? Parce que finalement, à ce moment-là, on le met au moment où il y a des pics de population. Et puis, à force de travailler ce sujet-là, on est arrivé à une solution où il est possible, grâce à la loi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'avoir une mesure d'exception compte tenu de l'insularité de l'île d'Oléron. Et on est en cours. Ça va se faire. Ça va se faire si je suis réélu et qu'on continue dans la même direction. On est en cours pour justement permettre de rentrer dans cette faille et d'obtenir avant les nouvelles autorisations qui sont normalement en 2026, donc pas avoir à atteindre ce terme de 2026 pour obtenir l'autorisation d'installation. Avant de vous donner la parole, Monsieur Mongelou, on va rester sur l'île d'Oléron. Est-ce que l'avenir de l'hôpital de Saint-Pierre-d'Oléron est maintenu, est assuré de Saint-Pierre-d'Oléron? Oui, pardon. Oui, alors je ne voudrais pas qu'on reste que sur le littoral, Non, parce que la bien sûr. circonscription, Mais- c'est surtout et avant tout la ruralité. Mais bon, je réponds à votre question. Il est maintenu comme chaque hôpital aujourd'hui avec des sujets divers et variés. L'hôpital d'Oléron, il avait un sujet de médecin généraliste pour suivre les soins de suite. Et heureusement, grâce au dévouement d'une médecin qui a pris en charge cette fonction, on a pu réouvrir ces lits qui, pendant un moment, se fermaient les uns après les autres. Et maintenant, cette situation, elle tient à une personne. Donc, elle est réelle, elle fonctionne, mais elle est fragile. Il faudrait que l'on arrive à ce que des médecins du continent, je pense à des médecins de l'hôpital de Rochefort par exemple, puissent venir prendre des gardes dans l'île d'Oléron et qu'il y ait une mutualisation de ce travail. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais comme beaucoup de choses au niveau de la santé, on le sait, parce qu'on manque de médecins, parce qu'on manque de professions de santé, est fragile. Je suis honnête, mais je suis les sujets comme je l'avais suivi, celui de l'EHPAD qui avait déposé le bilan dans l'île d'Oléron et pour lequel on a trouvé une solution. Si on parle donc plus globalement de l'accès aux soins et de la désertification médicale, quelles sont les propositions que vous porterez si vous êtes élu? D'abord, je pense qu'il faut développer les maisons de santé pluridisciplinaires, parce que ça marche. Donc il faut continuer à les porter. Je note quand même que le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis, après le Covid-19, un grand plan de la santé. Et qu'à part le Ségur, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. Donc il faut évidemment
relancer les maisons pluridisciplinaires. Ça existe déjà, il faut continuer à en faire. Et puis, moi, j'aimerais parler d'un sujet dont on parle assez peu souvent, c'est le sujet de la recherche médicale. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on est en retard sur la recherche médicale par rapport à nos pays voisins, aux États voisins de l'Union européenne ou aux pays nordiques. Et si je suis élu député dimanche prochain, je prends l'engagement que ma première proposition de loi, ce sera lors de la prochaine loi de finances, ou loi de finances rectificative, évidemment, de rajouter des crédits pour la recherche. Aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux soins sur notre territoire. Quand on vous dépiste un cancer ou une maladie neurodégénérative, vous avez le choc de l'annonce, mais en plus vous avez un double choc, c'est que vous habitez dans un territoire rural et que vous avez une inégalité d'accès aux soins. Aujourd'hui, quand on habite sur la circonscription, on doit se faire soigner à La Rochelle, à Bordeaux, et j'ai vu quelqu'un vendredi dernier qui m'a dit qu'il allait se faire soigner à Paris. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer avec un système de santé à deux vitesses. Les habitants des territoires ruraux doivent être aussi bien soignés que ceux des grandes villes. Donc voilà, je pense qu'il y a cette double injustice et j'y mettrai fin. Sur cet accès aux soins dans le milieu rural notamment. Critique à ce qui vient d'être dit, il ne suffit pas de faire de la recherche fondamentale ou de la recherche en médecine pour développer les soins dans la ruralité. Je veux dire, ce sont deux domaines qui n'ont strictement rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on va faire de la recherche qu'on va développer l'offre de soins en ruralité. Je ne vois pas le lien qu'il y a entre les deux. Ensuite, vous parlez des maisons de santé, vous dites il faut, mais vous ne donnez pas la solution. Moi aussi, je peux dire il faut plein de choses. Oui. Là, c'est comment vous le financez, évidemment, comment vous le mettez en place. On peut desserrer le numerus clausus, moi, je mais sais ça va pas amener 100 médecins l'année prochaine. Il faut 10 ans pour faire un médecin. Je sais bien. Voilà. Donc le numerus clausus, il a été libéré, mais c'est pas ce qui amènera les médecins demain. En attendant que ces médecins arrivent. En attendant, justement, les maisons de santé, je l'ai vu par le travail que j'ai fait sur le terrain, c'est pas que une histoire de financement. C'est avant tout une histoire, comme la politique d'ailleurs, heureusement, humaine. Et donc, il s'agit de faire en sorte que les médecins aient envie et puissent arriver à travailler ensemble. À Pont-l'Abbé-d'Arnoux, vous avez une maison de santé qui fonctionne remarquablement bien et qui ne coûte pas 1 euro au denier public, parce que les médecins s'entendent bien, parce qu'ils ont réussi à construire quelque chose, parce que les médecins, dès qu'ils ont 40 ans et qu'ils sont installés dans leur profession, prennent des stagiaires, que c'est la venue de stagiaires qui fait aimer et découvrir le territoire, et que sur 10-15 stagiaires, il y en a un qui devient le médecin de demain. Et que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est dans l'accompagnement, dans la proximité. Alors, il a été dit que rien n'avait été fait. C'est totalement faux. Je vous donne un seul exemple. La 4e année de spécialisation en médecine générale qui entre en vigueur aujourd'hui et qui, à partir de la rentrée prochaine, apportera sur la Nouvelle-Aquitaine chaque année 220 médecins. Donc si on le divise par le nombre de départements, c'est 10-15 médecins qui vont arriver pour pratiquer pendant 1 an la médecine générale sur nos territoires. C'est une décision concrète et dont on va voir les conséquences. Merci. Ce débat touche déjà à sa fin. Je vous propose à chacun de prendre 1 minute pour dire à nos téléspectateurs pourquoi ils doivent voter pour vous dimanche. Monsieur Mongelou, on commence avec vous. Eh bien, dimanche dernier, je suis arrivé en tête sur la 5e circonscription avec près de 44% des suffrages exprimés. Je veux remercier les 36 296 électeurs qui ont choisi le bulletin Rassemblement national pour porter Jordan Bardella à Matignon. Je pense qu'il faut rompre avec le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il faut rompre avec ce mépris, avec la brutalité. Il faut changer de Premier ministre. Pour autant, j'estime que rien n'est gagné. Parce que même si j'ai 9000 voix d'avance, je pense que les électeurs doivent continuer à se mobiliser. Et je voudrais leur dire, ne vous faites pas voler cette élection par la tambouille politique, par les désistements, par ce front républicain qui n'a ni queue ni tête. Aujourd'hui, M. Plassard, avec tout le respect que j'ai pour lui, il conduit un camping-car. Derrière, il est soutenu par M. Bussereau, Mme Marcilly, M. Vallée, le nouveau Front populaire, un peu tout le monde. La compromission, ça n'a jamais marché et je pense que les électeurs ne sont pas dupes et je pense que beaucoup d'électeurs de M. Plassard sont gênés d'être soutenus par le Front populaire. Donc j'appelle dimanche prochain tous les électeurs à se mobiliser et puis je dirais que si le peuple vote, le peuple gagne. Merci. Monsieur Plassard, c'est à vous. J'apprécie le mot de compromission de mon concurrent que forcément je ne valide pas et qui est à la limite de l'insulte. Si les électeurs de la 5e circonscription veulent un député implanté, qui connaît ces 74 communes, qui a parcouru, j'en suis fier, à bord de mon camping-car, les 74 communes pendant ces 2 années. Si les électeurs veulent un député connecté avec les élus, mais également avec les services publics, les pompiers, les militaires, l'ensemble des élus des cantons, Madame Marcilly, puisqu'elle préside le département, et l'ensemble des personnes qui sont à l'œuvre dans le département, s'ils veulent un député de terrain qui, lorsqu'il y a un problème qui lui est signalé,
prend sa voiture ou son camping-car et va voir sur le terrain, je pense à la submersion marine des terres à Moise par exemple récemment, s'ils veulent un député ouvert qui travaille avec tout le monde, parce que je ne suis pas sectaire, et oui, je travaille avec Michael Vallée, qui est sénateur PS, parce qu'il est élu de la République et qu'il est tout à fait respectable, autant que le sont les deux sénateurs LR, qui ne sont pas de mon camp et avec lesquels je travaille aussi. Je travaille avec les gens qui sont élus, qui font partie du territoire, et ce territoire a des élus de tous bords, et je travaille avec les élus de tous bords. Et je travaille également avec les maires de tous bords, puisque parmi mes 74 maires, certains sont de droite, d'autres de gauche, la plupart modérés. Donc, en conclusion, je reprendrai une conclusion que m'a fait l'honneur de faire Jean-Pierre Raffarin lors de mon dernier meeting. Lorsqu'on a un bon député, on n'en change pas. Merci Monsieur Plassard, merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. La rédaction de France 3 Poitou-Charentes reste mobilisée pour ces législatives. Édition spéciale dimanche soir avec Marie-Ange Cristofari et Jérôme Villain. Les résultats, le nouveau visage de l'Assemblée nationale, les réactions politiques, les analyses, ça se passe sur notre antenne et sur notre site web. Je vous redonne l'adresse na.france3.fr. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.